Le crépuscule teintait de nuances orangées le ciel parisien, tandis que la vente aux enchères caritatives commençait à se dissiper. Les serveurs retirèrent des canapés à peine entamés des plateaux de cristal, tandis que les rires résonnaient dans le majestueux hall de marbre du palais de l'Élysée. Dehors, à l'ombre d'imposantes haies et de portes en fer forgées ornementées, se tenait une petite fille, pieds nus, vêtue de haillons, seule. Son visage était taché, son manteau n'était guère plus qu'un morceau de tissu effiloché, et ses yeux ne pleuraient pas, ne suppliaient pas. Il regardait droit devant elle, vide et immobile, comme ceux de quelqu'un qui avait depuis longtemps accepté d'être invisible aux yeux du monde. Elle avait 10 ans, peut-être 11. Les gens passaient sans la remarquer. Certains la regardaient, du coin de l'œil, et détournaient rapidement le regard. « Une clocharde » murmura une femme portant un collier de perles. « La pauvre a probablement des poux » se moqua un homme en costume impeccable. « Quelqu'un devrait appeler les services sociaux » commenta un autre en ajustant son nœud papillon. Et puis Ernesto apparut. Il n'avait pas eu l'intention d'assister à l'événement caritatif ce soir-là. Un homme d'affaires millionnaire plus connu pour ses actions en bourse que pour ses sentiments, était simplement passé par là par obligation. Le maire de Paris était un vieil ami d'université, et il aurait été impoli de ne pas se montrer. Mais lorsqu'il sortit pour passer un coup de fil, quelque chose l'attira. Une présence. Une paire d'yeux qui, malgré tout, conservait une sorte de défi silencieux. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du désespoir, juste de l'attente. Il s'approcha d'elle lentement. Le vent de novembre balançait quelques mèches de cheveux noirs qui s'échappaient de ce qui semblait avoir été une tresse à un moment donné. Ernesto ajusta son manteau de cachemire et s'inclina légèrement. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Ses petites mains sales agrippaient un carnet usé, le seul objet qui semblait lui importer. Un employé de l'événement apparut à côté de lui. Elle est assise là depuis des heures. Elle ne parle pas, pas d'identité. Nous avons essayé d'appeler quelqu'un, mais elle ne dit pas un mot, expliqua l'homme avec une évidente gêne. Ernesto la regarda à nouveau. Quelque chose de profond en lui se tendit. Un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, pas depuis le décès de sa sœur Lucie, pas depuis ce jour où il avait ignoré un appel qu'il aurait dû prendre. Le souvenir de Lucie, toujours présent comme une ombre silencieuse, sembla se matérialiser dans les yeux de cette petite fille inconnue. « Je vais la prendre », dit-il sans réfléchir. L'employé cligna des yeux, surpris. « Monsieur, vous voulez dire juste jusqu'à ce que... »« Elle vient avec moi », répéta Ernesto, enveloppant le petit corps tremblant dans sa veste. Le manoir dans lequel ils entrèrent ce soir-là était différent de tout ce qu'elle avait vu. Moulures dorées, plafond voûté, personnel qui chuchotait, avec des mains gantées tout en lançant des regards curieux à la petite intrue. Mais elle ne broncha pas. Elle regarda les murs, les meubles, les gens, et calcula silencieusement son évasion. Ses yeux enregistraient chaque détail, chaque porte, chaque fenêtre. C'était comme si elle traçait une carte mentale. Carmen, la gouvernante d'Ernesto depuis 15 ans, prépara rapidement une chambre. Une femme au visage aimable mais sévère tenta de faire prendre un bain à la fillette, mais celle-ci refusa avec une obstination silencieuse. Elle n'accepta que lorsque Carmen déposa des serviettes propres et des vêtements neufs sur le lit et sortit de la chambre, lui permettant une totale intimité. « Elle n'a pas dit un mot, don Ernesto », informa Carmen inquiète, tandis qu'ils descendèrent l'escalier de marbre. « Et elle a à peine goûté à la soupe que je lui ai préparée. Êtes-vous sûr que nous ne devrions pas appeler les autorités ?» Ernesto s'arrêta devant la baie vitrée donnant sur le jardin arrière. Les lumières de Paris scintillaient au loin comme des étoiles filantes. « J'appellerai Javier demain matin », répondit-il, faisant référence à son avocat. « Il doit y avoir un moyen de faire cela légalement. »« Faire quoi légalement, monsieur ?» demanda Carmen, les yeux écarquillés. Ernesto ne répondit pas immédiatement. Même lui ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Lui donner un foyer, Carmen, même temporairement. La fillette restait silencieuse le lendemain, pas plus le surlendemain. Ernesto tenta tout. Cadeaux, jeux, repas gastronomiques préparés par son chef privé, Antoine, qui avait travaillé dans des restaurants étoilés au Michelin. Elle touchait à peine à la nourriture. Elle dormait à peine, selon Carmen,
qui la trouvait assise près de la fenêtre aux petites heures du matin, regardant les étoiles ou les lumières de la ville. Mais elle observait. Ses yeux suivaient tout. La façon dont Julia, l'assistante d'Ernesto, tapait sur sa tablette, la manière dont le majordome disposait les couverts, le schéma du code de sécurité qu'Ernesto marquait chaque fois qu'il entrait dans son bureau. Il l'appela Amélie parce qu'il ne supportait plus de l'appeler la petite. Le nom était un hommage à sa grand-mère, une femme qui avait élevé seule 4 enfants dans l'après-guerre espagnole et qui lui avait enseigné la valeur du travail acharné et de la persévérance. Amélie, prononça-t-il un matin alors, qu'il déjeunait sur la terrasse. Le soleil de décembre, pâle mais présent, baignait les carreaux de terre cuite. « Aimes-tu ce nom ?» Elle leva les yeux de sa tartine à peine mordillée. Elle ne dit rien, mais pendant un instant, un bref instant, Ernesto crut voir une lueur de quelque chose dans ses yeux. Pas d'approbation, pas de rejet, juste de la reconnaissance. Les semaines passèrent. Ernesto, autrefois consumé par les marchés et les fusions, commença à se réveiller tôt pour vérifier si elle avait mangé. Il annulait des réunions pour se promener dans les jardins dans l'espoir qu'elle le suive. Elle ne le faisait jamais. Elle restait à l'intérieur de la maison, explorant silencieusement, formant sa propre carte mentale du territoire. Un matin, alors qu'il examinait des contrats, Ernesto entendit un bruit. Il sortit dans le couloir et vit une petite ombre se faufiler vers la bibliothèque. Il la suivit discrètement, intrigué. Amélie se déplaçait avec la familiarité de quelqu'un qui connaît bien les lieux. Dans la bibliothèque, elle alluma une petite lampe et prit un gros volume sur l'une des étagères les plus hautes, grimpant agilement sur l'échelle roulante. Ernesto retint sa respiration. C'était un texte d'astronomie avancée, un qu'il avait lui-même acheté des années auparavant par simple curiosité intellectuelle. Il l'observa tandis qu'elle ouvrait le livre, ses petits doigts parcourant les diagrammes stellaires, les calculs complexes. Ses yeux absorbaient chaque page avec une intensité qu'Ernesto n'avait jamais vue chez un adulte, encore moins chez une enfant. Elle tournait les pages avec une délicatesse révérencieuse, comme si elle était devant un objet sacré. Un matin, il entra dans son bureau et s'arrêta net. Le tableau blanc qu'il avait utilisé pour un problème logistique complexe, couvert de formules avec lesquelles son équipe s'était battue pendant des mois, était effacé, réécrit, correctement. Les équations avaient été résolues, de manière efficace, élégante. Il cligna des yeux, confus. Il revit les images des caméras de sécurité. Il rembobina l'enregistrement. C'était elle. À 3 heures du matin, Amélie était entrée dans la pièce, était montée sur une chaise et, avec une calme précision, avait réécrit toute la solution. Son cœur battait fort alors qu'il courait vers la chambre de l'enfant. Elle était éveillée, assise en tailleur sur le sol avec un livre trop avancé pour n'importe quel enfant de son âge. Un gros volume sur la physique quantique qu'elle avait trouvé à la bibliothèque. « Où as-tu appris ça ?» murmura-t-il. Elle leva les yeux. Sa voix était douce, la première qu'il entendait de sa part depuis près d'1 mois de cohabitation. « À la bibliothèque, celle près de la gare d'Austerlitz. Parfois, on me laissait rester au fond. » Ernesto la fixa. « Tu sais ce que tu as fait sur le tableau ?» Elle hocha la tête. « C'était faux. Je l'ai corrigé. » À partir de ce moment, tout changea. Il contacta des experts. Des tests furent réalisés de manière discrète, respectueuse. Les résultats stupéfièrent tout le monde. Amélie avait un quotient intellectuel dans le 0,01% supérieur de la population. Sa mémoire était photographique. Son raisonnement, impossible à enseigner. Un professeur de l'Institut des sciences avancé la qualifia de phénomène unique en une génération. Mais Ernesto ne se souciait pas des étiquettes. Ce qui l'avait marqué, c'était ce qu'elle avait caché, ce qu'elle avait enduré. « Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» lui demanda-t-il un soir, s'agenouillant à côté d'elle alors qu'ils examinaient ensemble un livre d'astronomie. Elle détourna le regard vers les étoiles à travers la fenêtre. « Les gens ne s'intéressent que quand ils croient que tu es utile. » Sa gorge se serra. Il connaissait cette vérité trop bien. Pendant toute sa vie, les gens s'étaient approchés de lui pour son argent, pour son influence, pour ce qu'il pouvait faire pour eux, jamais pour ce qu'il était réellement. Dans les mois qui suivirent, Ernesto lui donna non seulement un foyer, mais une vie. Il fit venir des tuteurs, l'aida à s'inscrire à des programmes avancés, construisit un laboratoire personnalisé pour qu'elle puisse explorer, apprendre, créer. Mais surtout, il l'écouta. Il lui parla comme à une égale, comme si elle
Comptait, même sans sa brillance. Elle s'épanouit, et lui aussi. Le magnate froid et mécanique disparut. À sa place surgit un homme qui riait à nouveau, qui lisait avec elle chaque soir, qui trouvait plus de joie dans ses questions que dans n'importe quelle victoire commerciale. Carmen observait le changement avec un mélange d'émerveillement et de satisfaction. « Je ne l'avais jamais vu comme ça », commenta-t-elle à Julia un après-midi alors qu'elle préparait le goûter. « Même pas quand l'entreprise est entrée en bourse. » Julia sourit. C'est comme si elle avait ramené la lumière dans cette maison. Et c'était vrai. Les rires, absents depuis si longtemps, résonnaient à nouveau dans les couloirs de marbre. Les dîners, autrefois des événements formels et silencieux, devenaient des discussions animées sur la physique, la philosophie, la littérature, ou simplement sur la dernière émission qu'ils avaient regardée ensemble. Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Continuons. Un après-midi de printemps. Alors qu'il se promenait dans le parc des Buttes-Chaumont, Ernesto reçut un appel qui allait une fois de plus changer le cours de leur vie. C'était Javier, son avocat. « Les résultats de l'enquête sont arrivés », dit la voix à l'autre bout du fil. « Nous avons retrouvé sa famille. » Ernesto sentit le monde s'arrêter. Il regarda Amélie, qui nourrissait les canards avec des miettes de pain, ignorant la conversation qui allait déterminer son avenir. « Famille » demanda-t-il avec un nœud dans la gorge. « Sa mère » confirma Javier. « Elle est vivante. Elle la cherche désespérément depuis qu'elle a disparu il y a 4 mois. » Le récit était déchirant. Mercedes Garcia, une brillante physicienne théoricienne, était tombée dans des temps difficiles après que l'université où elle travaillait ait réduit le budget de la recherche. Un accident vasculaire cérébral l'a laissée temporairement handicapée et sans ressources. Amélie, essayant d'aider, avait commencé à errer dans les bibliothèques de la ville, cherchant des solutions dans les livres que sa mère aimait tant. Un soir, elle s'était perdue. Et le système, comme si souvent, avait échoué à connecter l'enfant perdu à la mère désespérée. « Elle veut la voir », ajouta Javier, « dès demain si possible. » Ernesto regarda à nouveau Amélie. Au cours des derniers mois, elle était devenue le centre de son univers. L'idée de la perdre était insupportable, mais il savait aussi ce que c'était que de perdre quelqu'un qu'on aimait. Il ne pouvait pas, il ne devait pas empêcher cette rencontre. « Arrange ça », répondit-il finalement, la voix brisée. La rencontre fut prévue pour le lendemain après-midi dans le manoir d'Ernesto. Carmen prépara la maison avec un soin particulier, des fleurs fraîches aux pâtisseries préférées d'Amélie. Ernesto dormit à peine. Dans son esprit, il repassait sans cesse comment il allait lui dire au revoir à la petite fille qui avait redonné la vie à son existence. Mais quand il raconta à Amélie sa mère, sa réaction ne fut pas celle qu'il attendait. « Maman est vivante ?» demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. « Elle va bien ?»« Elle se rétablit » expliqua Ernesto doucement. « Et elle t'a cherché. » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes, les premières qu'Ernesto avait vues chez elle. « Je pensais qu'elle était morte » sanglota-t-elle. « Comme papa. Je l'ai vue tomber et elle ne se réveillait pas. Je suis sorti chercher de l'aide et ensuite, je n'ai pas pu retrouver le chemin du retour. » Ernesto l'étreignit pendant qu'elle libérait des mois de peur contenue. Il comprit alors que la brillance d'Amélie s'accompagnait d'un fardeau, la responsabilité qu'elle ressentait envers sa mère, la peur de l'avoir perdue, la culpabilité de ne pas avoir pu l'aider. Lorsque Mercedes Garcia arriva au manoir, Ernesto pouvait à peine contenir son nervosité. Comment serait la femme qui avait élevé une enfant aussi extraordinaire? Que penserait-elle de lui, un étranger qui avait pris sa fille? Mercedes était une femme à l'aspect fragile, mais avec une intensité dans le regard qui lui rappela immédiatement Amélie. Elle utilisait une canne et ses mouvements étaient lents, témoignage de l'accident vasculaire cérébral qu'elle avait subi. Cependant, il y avait une dignité dans sa posture, une force intérieure qu'aucune maladie ne pouvait diminuer. Le moment où Amélie la vit fut électrique. L'enfant courut vers sa mère avec une vitesse qu'Ernesto n'avait jamais vue en elle. Elles se fondirent dans une étreinte si intense, si complète, que tous les présents, Carmen, Julia, même Javier, durent détourner le regard, sentant qu'ils assistaient à quelque chose de trop sacré, de trop intime. « Ma petite génie », murmura Mercedes caressant les cheveux de sa fille, «
Je pensais que tu avais perdu pour toujours. »« Je suis désolée, maman, » sanglota Amélie. « Je suis tellement désolée. »« Non, ma chérie, ce n'est pas de ta faute. » la rassura Mercedes. « Ce n'a jamais été de ta faute. » Ernesto observait la scène avec un mélange de joie et de profonde tristesse. Il était sincèrement heureux pour Amélie de l'avoir retrouvée sa mère. Mais l'idée de retourner à la solitude, aux journées vides et aux nuits silencieuses, était presque insupportable. Après ces retrouvailles émouvantes, Mercedes se tourna vers lui. Malgré sa fragilité physique, ses yeux brillaient d'intelligence et de détermination. « Vous avez pris soin de ma fille », dit-elle d'un ton qui était autant une affirmation qu'une question. « Elle a pris plus soin de moi », répondit Ernesto avec sincérité. Mercedes sourit légèrement. « Amélie a cet effet sur les gens. Elle a toujours été ma petite lumière. » Ils se dirigèrent vers le salon, où Carmen avait préparé le thé. Pendant qu'Amélie racontait avec émotion à sa mère tout ce qu'elle avait appris, toutes les expériences qu'elle avait menées dans le laboratoire qu'Ernesto avait créé, pour elle, il observait avec un sourire triste. Ce serait le dernier souvenir qu'il aurait d'elle chez lui, heureuse, pleine d'entrain, brillante comme elle avait toujours été destinée à l'être. Quand le moment des adieux arriva, Ernesto se prépara à la douleur. Il savait que c'était la bonne chose à faire, qu'une enfant appartenait à sa mère, surtout une mère qui l'aimait clairement autant. Mais cela ne rendait pas la séparation moins douloureuse. Cependant, Mercedes avait d'autres projets. « Monsieur Velasquez », dit-elle avec une formalité qui contrastait avec la chaleur de ses yeux. « Avant de partir, il y a quelque chose que je dois vous demander. » Ernesto acquiesça, se préparant à toute récrimination, à toute question sur ses intentions en emmenant Amélie. « J'ai travaillé sur une théorie, » continua Mercedes, « sur l'application des principes quantiques aux systèmes énergétiques macroscopiques. Avant mon accident, j'étais sur le point d'obtenir des financements pour un projet pilote. » Ernesto cligna des yeux, déconcerté par le tournant de la conversation. « Ce qu'Amélie m'a raconté sur votre laboratoire, sur les ressources que vous avez mises à sa disposition. » Mercedes fit une pause comme cherchant les mots justes. « Je me demande si vous seriez intéressé par une collaboration. Un projet qui pourrait révolutionner la façon dont nous générons et distribuons l'énergie. » La proposition était inattendue, mais intrigante. Ernesto, au-delà de sa réussite dans les affaires, avait toujours eu une fibre idéaliste que peu de gens connaissaient. L'idée de contribuer à une technologie qui pourrait changer le monde pour le mieux résonnait profondément en lui. « Bien sûr, je comprends que c'est une proposition audacieuse, » ajouta Mercedes devant son silence. « Nous nous connaissons à peine et... »« Puis-je voir vos notes ?» l'interrompit Ernesto, la curiosité scientifique s'éveillant en lui. Mercedes sourit. De son sac à main usagé, elle sortit une tablette, protégée par un étui qui avait connu des jours meilleurs. En quelques touches, elle ouvrit un fichier rempli de formules, de diagrammes et d'annotations qui, même pour quelqu'un avec les connaissances scientifiques d'Ernesto, étaient étonnamment avancées. « C'est extraordinaire », murmura-t-il en examinant le matériel. « Ce n'est que la surface », répondit Mercedes avec une humilité qui rappelait celle de sa fille. « Avec les ressources appropriées, je crois fermement que nous pourrions développer un prototype fonctionnel en moins d'1 an. » Ce qui suivit fut une discussion technique si intense que même Amélie, habituée aux débats scientifiques de haut niveau, observait avec fascination l'échange entre sa mère et l'homme qui l'avait accueilli. Ils parlaient la même langue, celle de l'innovation, des possibilités et de l'espoir en l'avenir. Quand ils se mirent d'accord pour se rencontrer la semaine suivante afin de discuter des détails, Ernesto réalisa quelque chose. Il ne perdait pas Amélie. Il gagnait une collaboration, une amitié et peut-être quelque chose qu'il n'avait pas osé envisager depuis des décennies. Une famille différente, unie non par le sang, mais par le respect mutuel et des intérêts partagés. Il ne se trompait pas. Cette rencontre s'avérerait plus stratégique et pivot que quiconque n'aurait pu le penser. Une semaine plus tard, le projet commun commença à prendre forme. Ernesto avait affecté un étage entier des bureaux centraux de son entreprise au nouveau département de recherche énergétique, avec Mercedes comme directrice scientifique. Amélie, bien que trop jeune pour un poste officiel, était une collaboratrice clé, son esprit brillant apportant des perspectives que même les scientifiques les plus expérimentés ne pouvaient imaginer. L'accord comprenait un appartement pour Mercedes et Amélie dans le même immeuble où vivait Ernesto,
à seulement quelques étages de distance. Il était spacieux, lumineux, avec vue sur le parc et surtout à une distance qui permettait à Amélie de continuer à faire partie de la vie d'Ernesto. Les mois passèrent à une vitesse étonnante. Le projet avançait à un rythme qui surprenait même les plus optimistes. La théorie de Mercedes, combinée aux ressources et à la vision d'entreprise d'Ernesto, se transformait d'un concept abstrait en un prototype fonctionnel. Mais au-delà de la réussite professionnelle, autre chose était en train de fleurir. Ernesto, Mercedes et Amélie étaient devenus une unité. Ils dînaient ensemble presque tous les soirs, alternant entre l'appartement de Mercedes et le manoir d'Ernesto. Les week-ends comprenaient des visites de musées, des excursions scientifiques ou simplement des après-midi tranquilles où Mercedes et Ernesto jouaient aux échecs pendant qu'Amélie lisait ou travaillait sur un projet personnel. À la surprise générale, surtout d'Ernesto lui-même, celui qui avait autrefois été décrit par la presse économique comme le loup solitaire de la bourse parisienne, apprenait à faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Et il aimait ça. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais de nouveau ça », confia-t-il un soir à Mercedes alors qu'il regardait Amélie dormir sur le canapé, épuisée après une journée d'intense activité intellectuelle. « Ça » demanda-t-elle doucement. « Une famille », répondit-il, se surprenant lui-même avec ce mot. « Après avoir perdu Lucie, ma sœur, je me suis convaincu qu'il valait mieux être seul, que la douleur de la perte ne valait pas la joie de la connexion. » Mercedes acquiesça, comprenant. « Quand Alexandre, le père d'Amélie, est mort, j'ai ressenti la même chose, comme si l'univers me disait que je n'étais pas destiné au bonheur durable. » Ils se regardèrent en silence, reconnaissant chez l'autre les cicatrices que seuls ceux qui ont aimé et perdu peuvent véritablement comprendre. « Et pourtant, nous sommes là, » ajouta-t-elle avec un petit sourire. « Nous sommes là, » répéta-t-il. Amélie bougea légèrement dans son sommeil, et tous deux la regardèrent avec la même expression d'affection. À ce moment-là, Ernesto sut qu'il ne serait plus jamais vraiment seul. Quel que soit l'avenir qui les attendait, ils l'affronteraient, ensemble. Cependant, le destin leur réservait une autre surprise. Un matin d'été, alors qu'ils examinaient les derniers ajustements du prototype énergétique, un homme en costume impeccable entra dans le laboratoire. Ernesto le reconnut immédiatement. Santiago Montero, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. « Monsieur Velasquez », salua le ministre avec formalité. « Docteur Garcia, j'ai entendu des choses impressionnantes sur votre projet. » Mercedes et Ernesto échangèrent des regards surpris. Ils avaient gardé la recherche secrète, conscients que les implications de leur technologie pourraient être révolutionnaires et potentiellement perturbatrices pour de nombreux intérêts établis. « Que peut faire un ministre du gouvernement pour nous ?» demanda Ernesto, prudent mais cordial. « Ce n'est pas ce que je peux faire pour vous, » répondit Montero avec un sourire énigmatique. « C'est ce que vous pouvez faire pour la France et pour le monde. » Ce qui suivit fut une proposition qui coupa le souffle à tous les deux. Le gouvernement français, en collaboration avec l'Union européenne, recherchait des solutions innovantes à la crise énergétique mondiale. Le projet de Mercedes et Ernesto, selon les rapports qui étaient parvenus aux mains de Montero, pourrait être exactement ce dont ils avaient besoin. Nous parlons d'un financement complet, d'un soutien gouvernemental et de la possibilité d'une mise en œuvre à l'échelle continentale, expliqua le ministre, en échange, bien sûr, de certains engagements. Les engagements se révélèrent complexes. Contrôle partagé du brevet, supervision gouvernementale, limitation à la commercialisation internationale. Des conditions que, dans d'autres temps, Ernesto aurait rejetées sans hésiter. Son empire s'était construit sur l'indépendance, sur le fait de ne rien devoir à personne. Mais maintenant, en regardant Mercedes, il vit dans ses yeux le même doute, le même conflit. Ce n'était pas seulement une décision commerciale, c'était une décision sur le genre d'héritage qu'il voulait laisser. « Nous avons besoin de temps pour réfléchir », répondit finalement Ernesto. « Bien sûr », concéda Montero, « mais pas trop. Il y a d'autres projets, d'autres chercheurs. La course vers l'avenir énergétique n'attend personne. » Après le départ du ministre, Mercedes, Ernesto et Amélie, qui, comme toujours, avaient tout écouté avec une attention analytique, se réunirent pour discuter de la proposition. Ce pourrait être l'occasion de mettre en œuvre la technologie à une échelle que nous n'aurions jamais imaginée, argumenta Mercedes. Atteindre des millions de personnes, vraiment changer le paradigme énergétique.
Au prix de perdre le contrôle, contre-argumenta Ernesto. Une fois que le gouvernement mettra la main là-dessus, cela ne sera jamais vraiment le nôtre. Mais est-ce vraiment important à qui ça appartient? Intervint Amélie avec la clarté que seule la jeunesse peut avoir. N'est-ce pas plus important ce que ça peut faire pour les gens? Les deux adultes la regardèrent, surpris par la profondeur de sa perspective. Le grand-père de maman disait souvent que la connaissance enfermée dans un tiroir est comme un médicament qui n'atteint jamais le malade, continua-t-elle. C'est inutile, aussi puissant soit-il. Il y eut un moment de silence, tandis que les mots d'Amélie résonnaient dans la pièce. Ernesto se souvint de ses propres débuts, comment il avait lutté depuis le bas, comment il avait construit son empire avec la promesse que la technologie pouvait démocratiser les opportunités et non les concentrer. Elle a raison, admit-il. Finalement, regardant Mercedes avec une nouvelle détermination. Elle a toujours raison. La décision qu'ils prirent ce jour-là changerait non seulement leur vie, mais aussi celle de millions de personnes dans le monde entier. 1 an plus tard, le projet Aurore, ainsi nommé par Amélie en l'honneur des aurores boréales qu'elle avait toujours rêvé de voir, était officiellement inauguré. C'était une collaboration sans précédent entre le secteur privé, représenté par Ernesto, le monde universitaire, représenté par Mercedes, et les gouvernements de toute l'Europe. Le principe était révolutionnaire dans sa simplicité. Un système qui exploitait les fluctuations quantiques à l'échelle macroscopique pour générer une énergie propre, virtuellement inépuisable et surtout accessible à tous. Les premiers prototypes furent installés dans des régions reculées de France, apportant l'électricité à des villages qui avaient dépendu des générateurs diesel pendant des décennies. Amélie, maintenant âgée de 13 ans, était devenue l'ambassadrice non officielle du projet. Avec une éloquence surprenante pour son âge, elle expliquait les principes scientifiques en des termes que même les non-initiés pouvaient comprendre. Son visage commença à apparaître dans des magazines scientifiques, des émissions éducatives et finalement sur la couverture de Time comme « l'avenir de la science ». Mais le véritable miracle n'était pas technologique, mais humain. Ernesto, autrefois craint pour son approche implacable des affaires, était désormais respecté comme un visionnaire philanthropique. Mercedes, dont le brillant potentiel avait failli être gâché en raison de circonstances économiques, dirigeait désormais une équipe internationale de scientifiques. Et Amélie, l'enfant qui s'était un jour assise seule et abandonnée devant un gala de bienfaisance, inspirait désormais une génération de jeunes, en particulier de filles, à poursuivre des carrières dans la science et la technologie. Ils formaient une famille peu conventionnelle, unie non par le sang mais par une vision partagée, le respect mutuel, et bien qu'il leur ait fallu du temps pour le reconnaître, l'amour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a complètement changé le cours de votre vie, simplement en apparaissant? Ou peut-être avez-vous vous-même été cette personne pour quelqu'un d'autre? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. La veille de la cérémonie de remise du prix Prince des Asturies, qui leur serait décerné pour leur contribution à la science et au bien-être humain, tous les trois dînaient sur la terrasse de l'hôtel à Oviedo. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, plus claires et plus brillantes qu'à Paris. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui » demanda Ernesto à Amélie en versant de l'eau dans son verre. Elle calcula mentalement. « 2 ans, 3 mois et 4 jours depuis que vous m'avez trouvé », répondit-elle avec la précision mathématique qui la caractérisait. Ernesto sourit. « Oui, mais c'est aussi autre chose. Aujourd'hui, cela fait exactement 20 ans que ma sœur Lucie est décédée. » Un silence respectueux descendit sur la table. Amélie et Mercedes connaissaient l'histoire. Lucie, physicienne brillante comme Mercedes, était morte jeune dans un accident de voiture. Sa perte avait profondément marqué Ernesto, l'amenant à s'enterrer dans le travail, à construire des murs autour de son cœur. « J'ai toujours pensé que je l'avais déçue, » continua-t-il, regardant vers les étoiles. Elle croyait qu'il fallait utiliser la connaissance pour aider les autres. J'ai choisi de l'utiliser pour gagner de l'argent. Mercedes tendit la main, sur la table prenant celle d'Ernesto. Un geste simple mais profondément intime. « Je crois qu'elle serait fière de vous maintenant, » dit-il avec douceur. « De nous, » corrigea Ernesto. « Elle serait fière de nous. » Amélie observait l'interaction avec un mélange de curiosité et de satisfaction. À 13 ans, elle comprenait plus des complexités des relations humaines que beaucoup d'adultes ne comprendraient jamais. Elle voyait le lien qui s'était formé
entre sa mère et Ernesto, commençant par le respect mutuel, évoluant vers l'amitié et finalement s'épanouissant en quelque chose de plus profond. « Puis-je poser une question ?» dit-elle soudainement. Les deux adultes la regardèrent, surpris par le sérieux de son ton. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Mercedes. « Vous deux, allez-vous vous marier un jour ?» La question directe fit qu'Ernesto s'étrangla presque avec son vin et que Mercedes rougit visiblement sous la douce lumière des bougies. « Amélie, » commença sa mère d'un ton de reproche. « C'est une question logique, » argumenta l'enfant avec calme. « Nous passons 87% de notre temps ensemble. Il y a eu 17 occasions où j'ai observé des marques d'affection physique entre vous, et la fréquence cardiaque d'Ernesto augmente en moyenne de 12 battements par minute quand vous entrez dans une pièce. Maman, tu as surveillé mon rythme cardiaque ? Demanda Ernesto, partagé entre l'amusement et l'horreur. La montre connectée que vous m'avez offerte pour mon anniversaire synchronise les données avec ma tablette, expliqua Amélie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'était nécessaire pour mon étude sur les schémas émotionnels humains. Mercedes ne put retenir un éclat de rire. « Ma fille, la scientifique sociale, » dit-elle avec une fierté évidente. Ernesto, remis de sa surprise initiale, regarda Mercedes avec une intensité qui confirmait toutes les observations d'Amélie. « Ce n'est pas une mauvaise question, » admit-il. « En fait, nous devrions peut-être en discuter plus tard. »« Nous devrions. »« Peut-être, » concorda Mercedes, ses yeux brillants d'une promesse non dite. Amélie sourit, satisfaite comme quelqu'un qui a réussi à résoudre un problème mathématique complexe. Pour elle, c'était simplement logique. Les gens qui s'aiment devraient être ensemble. Et elle aimait les deux. Après le dîner, pendant que Mercedes préparait Amélie pour dormir, Ernesto resta seul sur la terrasse. Il contemplait les lumières de la ville, réfléchissant sur le chemin improbable qu'il avait mené jusqu'ici. Un chemin qui avait commencé avec une petite fille solitaire assise dans l'ombre. Son téléphone vibra avec une notification. C'était un message de Javier, son avocat, et désormais ami proche. Dernière révision du contrat avec le consortium européen terminée. Tout est prêt pour la signature après la cérémonie. Article à la une du Financial Times demain. Félicitations. C'était la dernière étape. Le projet Aurore était sur le point de s'étendre à toute l'Europe, avec des plans pour l'Afrique et l'Asie en développement. Une transformation énergétique qui affecterait des millions, peut-être des milliards de personnes. Mais en rangeant son téléphone, Ernesto savait que la transformation la plus importante avait déjà eu lieu. En lui-même. Dans la famille qu'ils avaient construite. Le lendemain matin se leva avec un ciel dégagé, parfait pour la cérémonie. Pendant qu'il se préparait dans la suite de l'hôtel, l'ambiance était à l'anticipation joyeuse. « Nerveux ?» demanda Mercedes en aidant Ernesto à ajuster sa cravate. « Pour le prix ?»« Non, » répondit-il. « Pour l'avenir ? Peut-être un peu. » Elle le regarda avec compréhension. Elle savait qu'il faisait référence non seulement à l'avenir du projet, mais aussi au leur en tant que famille, aux défis qui viendraient avec l'attention publique croissante, aux responsabilités accrues. « Nous allons faire face ensemble », assura-t-elle, répétant les mêmes mots qu'il avait pensés des mois auparavant. Amélie apparut alors, radieuse dans une robe bleue qui mettait en valeur la couleur de ses yeux. Elle n'était plus la petite fille tremblante et silencieuse qu'Ernesto avait trouvée. Elle marchait maintenant avec assurance, son regard clair et direct, son esprit brillant complété par un cœur qui avait appris à faire à nouveau confiance. « Prêt ?» demanda-t-elle, tendant ses mains vers les deux adultes. Se tenant par la main, tous les trois sortirent vers l'avenir qu'ils avaient reconstruit ensemble. La cérémonie fut magnifique, comme on pouvait s'y attendre. Le théâtre Campo Amor resplendissait de lumière et de la présence de la royauté espagnole, de personnalités politiques, de scientifiques renommés et de célébrités. Mais pour beaucoup, la véritable star était la jeune Amélie Garcia Velasquez. Ernesto avait insisté pour adopter légalement Amélie, unissant leur nom de famille comme symbole tangible de leur nouvelle famille. Lorsque les trois montèrent sur scène pour recevoir le prix, une ovation assourdissante remplit le théâtre. Le prince salua non seulement leur innovation technologique, mais aussi l'exemple inspirant de collaboration, de dépassement et de vision humanitaire qu'ils représentaient. Ernesto, désigné pour prononcer le discours d'acceptation, s'approcha du micro. Mais au dernier moment, il fit un geste inattendu. « Ce prix, cet honneur, commença-t-il,
appartient principalement à 2 personnes extraordinaires, sans lesquelles je serais simplement un homme riche et seul. Il prit Amélie doucement par les épaules et la guida vers le podium. Mercedes les rejoignit, formant un triangle parfait devant les caméras et le public. Cet enfant incroyable m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Et cette femme brillante m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir le but de notre vie. Les caméras capturèrent le moment. 3 figures unies non seulement par un projet scientifique révolutionnaire, mais aussi par des liens plus forts que n'importe quel contrat légal ou relation de sang. Le projet Aurore porte ce nom pour une raison, continua Ernesto. Les aurores boréales apparaissent lorsque des particules invisibles entrent en collision, créant quelque chose de beau et lumineux que tout le monde peut voir. De même, nos vies se sont heurtées par hasard, ou peut-être par le destin, créant quelque chose qui, nous l'espérons, illuminera le chemin pour beaucoup. Dans le public, des visages émus suivaient chaque mot. Parmi eux, Carmen, qui avait fait spécialement le voyage pour l'occasion, essuyait discrètement une larme. Nous acceptons cet honneur avec humilité et avec la promesse de continuer notre travail. Non pas pour la reconnaissance, non pas pour des gains personnels, mais parce que nous croyons que la connaissance enfermée est comme un médicament qui n'atteint jamais le malade. Amélie sourit en entendant ses propres mots répétés par Ernesto. Sa petite main serra la sienne en signe d'appréciation. À la fin de la cérémonie, alors qu'il se mêlait aux invités lors de la réception, les regards d'admiration qu'il recevait étaient évidents. Non seulement pour leur réalisation scientifique, mais aussi pour le bonheur sincère qu'ils irradiaient en tant que famille. Un journaliste s'approcha, carnet à la main. « Monsieur Velasquez, pourriez-vous nous dire ce qui attend le projet Aurore, et vous en tant que famille ?» Ernesto regarda Mercedes, qui conversait vivement avec un groupe de scientifiques, tout en gardant une main protectrice sur l'épaule d'Amélie. Pour le projet, une expansion globale. Nous sommes particulièrement enthousiastes avec le projet. Pilote dans les communautés rurales d'Afrique de l'Est, répondit-il. Et pour nous en tant que famille, il marqua une pause cherchant les mots justes. Je suppose que nous continuerons à faire ce qui nous a amenés ici, apprendre les uns des autres, grandir ensemble et se souvenir toujours que parfois les plus grandes découvertes se produisent quand on s'y attend le moins. Le journaliste hocha la tête, satisfait de la réponse. En s'éloignant, Ernesto se souvint de quelque chose que sa grand-mère avait l'habitude de dire. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il n'avait jamais complètement compris le sens de ces mots jusqu'à présent. Les semaines suivantes, le prix furent un tourbillon d'activités. L'attention médiatique s'intensifia, les demandes de conférences et d'interviews se multiplièrent, et le projet Aurore entra dans une nouvelle phase de mise en œuvre internationale. Mercedes fut invité à donner une série de conférences dans les principales universités du monde. Ernesto se retrouva à négocier avec les gouvernements et les entreprises pour établir les cadres de mise en œuvre. Et Amélie, équilibrant ses études avancées avec son rôle non officiel d'ambassadrice jeunesse du projet, s'épanouissait devant chaque nouveau défi. À bien des égards, c'était un rêve devenu réalité. Le travail de leur vie reconnue, leur vision partagée se matérialisant, leur famille plus forte que jamais. Mais avec le succès vinrent de nouveaux défis, certains inattendus. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les plans du nouveau siège international du projet Aurore à Barcelone, Julia entra précipitamment dans le bureau d'Ernesto. « Il faut que vous voyiez ça, dit-elle, tendant une tablette avec un article ouvert. Le titre était percutant. Le passé obscur du sauveur énergétique. Qui est réellement Ernesto Velasquez? L'article, publié dans un journal sensationnaliste mais influent, déterrait des transactions commerciales vieilles de plusieurs décennies, suggérant des liens avec des entreprises de mauvaise réputation. Il déformait les faits, mélangeait des vérités partielles avec des insinuations malveillantes et peignait Ernesto comme un opportuniste qui avait utilisé le projet Aurore pour se refaire une image. « C'est absurde !» s'exclama Mercedes après avoir lu. « Ces connexions sont complètement sorties de leur contexte. » Ernesto resta étrangement calme. « C'était une question de temps, dit-il finalement. Le succès attire autant d'admirateurs que de détracteurs. Ne va-t-on pas réagir ? Demanda Julia, clairement préoccupée par les implications pour le projet. « Oh, nous allons réagir, assura Ernesto, mais pas avec panique ni indignation, avec des faits.
Ce qui suivit fut une leçon magistrale en gestion de crise. Au lieu d'émettre des démentis indignés ou de menacer d'action en justice, Ernesto opta pour la transparence totale. Il autorisa l'ouverture des archives historiques de son entreprise, invita des journalistes respectés à examiner la documentation et organisa même une conférence de presse où il répondit ouvertement à toutes les questions, aussi inconfortables soient-elles. « Oui, j'ai commis des erreurs dans ma carrière », admit-il devant les caméras. « Il y a eu des moments où j'ai privilégié le profit aux autres valeurs. Je ne suis pas fier de chaque décision que j'ai prise. Mais le projet Aurore n'est pas un exercice de relations publiques. C'est le résultat d'un changement véritable dans ma perspective, catalysé par 2 personnes extraordinaires qui m'ont appris à voir au-delà du bilan final. » Son honnêteté désarma même les critiques les plus acharnés. Le journal qui avait publié l'article original fut contraint de se rétracter de plusieurs accusations et la tentative de scandale se dissipa en quelques jours. Mais l'incident laissa une marque, non pas sur la réputation d'Ernesto ou du projet, mais sur Amélie qui avait suivi la situation avec son attention analytique habituelle. Un soir, alors qu'Ernesto travaillait tard dans son bureau, elle apparut à la porte. Elle avait grandi de plusieurs centimètres au cours des derniers mois, et parfois Ernesto était surpris de voir des éclairs de la jeune femme qu'elle était en train de devenir. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle, sa voix plus assurée que jamais, bien qu'avec une nuance d'inquiétude qu'Ernesto détecta immédiatement. « Toujours », répondit-il, laissant de côté les documents. Amélie s'assit en face de lui, les jambes croisées dans la posture qu'elle avait gardée depuis qu'il l'avait rencontrée. Ses yeux, toujours observateurs, l'étudiaient avec intensité. « Pourquoi certaines personnes essaient-elles de détruire de bonnes choses ?» demanda-t-elle finalement. C'était une question que beaucoup d'adultes continuaient de se poser toute leur vie. Ernesto réfléchit soigneusement à sa réponse. « Parfois par peur, commença-t-il. Peur du changement, de l'inconnu. Parfois par envie ou parce qu'elles se sentent menacées. Et parfois simplement parce qu'il est plus facile de détruire que de construire. » Amélie assimila ces mots en silence. « Comme quand les enfants à l'école se moquèrent de moi parce que j'étais différente, » observa-t-elle. Malgré toutes ces réalisations, son intégration sociale restait un défi. « Exactement, » confirma Ernesto. « Mais savez-vous ce qui est plus important que de se soucier de ceux qui essaient de nous abattre ? »« Quoi ? Valoriser ceux qui nous... Ça aidons à nous relever, » répondit-il, tendant la main pour toucher doucement la sienne. « Votre mère, vous m'avez donné plus que je ne pourrai jamais vous rendre. » Amélie sourit, une expression sincère qui illuminait tout son visage. Ces conversations, ces moments de connexion émotionnelle, étaient aussi précieux pour elle que n'importe quelle découverte scientifique. « J'ai une autre question, » dit-elle, après un moment de réflexion. « Vas-y. Est-ce que vous allez vraiment épouser maman ?» La persistance d'Amélie sur ce sujet provoqua un éclat de rire chez Ernesto. « Vous êtes implacable, n'est-ce pas ? Je cherche juste des données concluantes, » répondit-elle avec un sérieux qui rendait difficile de déterminer si elle plaisantait. Ernesto regarda vers la fenêtre où les lumières de Paris brillaient comme des étoiles proches. « Votre mère est la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée, » dit-il finalement. « Et vous êtes la petite fille la plus incroyable. Ensemble, vous m'avez donné une seconde chance dans la vie. Alors oui, si elle m'accepte, rien ne me rendrait plus heureux. » Elle dira que oui, affirma Amélie avec une certitude scientifique. Mes observations sont concluantes. Ernesto sourit devant sa confiance. Et vous, seriez-vous contente de ça ? La question sembla la surprendre, comme si elle n'avait pas considéré que son opinion était pertinente dans cette affaire d'adulte. Oui, répondit-elle après un moment. Nous serions officiellement une famille. Nous sommes déjà une famille, corrigea Ernesto avec douceur. Un rôle légal ne ferait que le confirmer pour le reste du monde. Amélie hocha la tête, satisfaite de cette logique. Elle se leva pour partir, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Ernesto », dit-elle, utilisant son prénom au lieu de papa, comme elle le faisait parfois lorsqu'elle abordait des sujets sérieux. « Les gens qui ont essayé de vous faire du mal avec cet article ne comprennent pas ce que j'ai vu ce soir-là. »« Quelle nuit ?» demanda-t-il, intrigué. « La nuit où vous m'avez trouvé. J'ai vu quelqu'un qui s'est arrêté quand tous les autres ont continué à marcher. Cela en dit plus sur vous que n'importe quel article de journal. » Avec ces mots, elle partit,
laissant Ernesto profondément touché par la clarté de sa perception. Les mois suivants apportèrent de nouveaux développements, tant pour le projet Aurore que pour leur petite famille. Le prototype en Afrique de l'Est avait été un succès retentissant, fournissant une énergie propre à des communautés qui n'avaient jamais eu accès à une électricité fiable. Les images d'enfants étudiants sous des lumières alimentées par leur technologie, de cliniques rurales fonctionnant sans interruption, firent le tour du monde. Un fil conducteur plus que puissant se présentait désormais. Que se passerait-il si la famille qu'avaient formée Ernesto, Mercedes et Amélie était de nouveau mise à l'épreuve? S'ils devaient faire face à un nouveau défi qui menacerait non seulement leur projet, mais aussi leur avenir ensemble. L'événement survint sans crier gare, comme le font souvent les tempêtes les plus dévastatrices. C'était un après-midi de printemps. Le soleil parisien baignait les rues de sa lumière chaude, lorsque Javier fit irruption dans le bureau d'Ernesto sans prévenir, un fait sans précédent dans sa routine méthodique. « Il y a eu un accident », dit-il d'une voix étranglée, « au laboratoire de Barcelone. » Les mots frappèrent Ernesto comme un coup de poing physique. Le laboratoire de Barcelone était l'endroit où Mercedes supervisait personnellement les tests pour la prochaine génération du système Aurore, et où Amélie, en vacances scolaires, l'avait accompagnée pour observer les expériences. « Quel genre d'accident ?» demanda-t-il, se levant si brusquement que sa chaise bascula. « Mercedes ? Amélie ?»« Une surcharge du prototype expérimental, » expliqua Javier, le visage pâle. « Il y a eu une explosion. Petite, contrôlée en grande partie par les systèmes de sécurité, mais... » « Où sont-elles » l'interrompit Ernesto, sa voix à peine reconnaissable. « À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mercedes est... stable. Amélie. » Il n'eut pas besoin d'en entendre davantage. En moins d'une heure, l'avion privé d'Ernesto décollait pour Paris, avec lui à bord, son esprit oscillant entre la prière et le calcul des probabilités, entre la peur la plus primitive et l'espoir le plus désespéré. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs blancs et d'odeurs antiseptiques. Les accréditations et l'influence d'Ernesto lui ouvrirent des portes. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il trouva dans la chambre 507. Mercedes était allongée sur le lit, son visage marqué par de petites brûlures, un bras bandé, mais consciente. Ses yeux, normalement brillants et sûrs, étaient voilés par la douleur et quelque chose de pire, la peur. « Amélie » fut la première chose qu'elle dit en voyant Ernesto. Elle était plus près quand... « Où est-elle » demanda-t-il, lui prenant la main indemne. « En chirurgie » répondit Mercedes, la voix brisée. « Ernesto, s'il lui arrive quelque chose... » « Non » l'interrompit-il avec fureur. « Nous n'allons pas penser comme ça. Elle va s'en sortir, il faut le croire. » Les heures suivantes furent les plus longues de sa vie. Mercedes lui raconta ce qui s'était passé. Une erreur imprévue, une réaction en chaîne, la fraction de seconde où tout bascula. Comment Amélie, avec son esprit toujours vif, avait remarqué l'anomalie avant tout le monde et avait essayé d'atteindre l'interrupteur d'urgence. « Elle m'a poussé hors du chemin », sanglota Mercedes. « Ma propre fille m'a protégé quand cela aurait dû être l'inverse. » Ernesto l'étreignit avec précaution, conscient de ses blessures physiques, mais encore plus préoccupé par les blessures émotionnelles. « Elle est comme toi, murmura-t-il. Courageuse, désintéressée, brillante. » Finalement, un chirurgien apparut dans la porte. Son expression était grave, mais pas défaitiste. « L'opération s'est bien déroulée, informa-t-il. Nous avons maîtrisé l'hémorragie interne et stabilisé les fractures. Cependant, il y avait toujours un cependant dans ces situations, pensa Ernesto avec amertume. La contusion cérébrale est sévère. Elle est dans un coma artificiel pour permettre à l'inflammation de diminuer. Les prochains jours seront critiques. Mercedes sanglota en silence. Ernesto resta ferme, posant toutes les questions nécessaires, s'assurant qu'Amélie recevrait la meilleure attention possible. Puis, lorsque le médecin partit, il s'autorisa un moment de vulnérabilité. « Je ne peux pas la perdre », confessa-t-il, les larmes roulant enfin sur son visage. « Je ne peux pas vous perdre, ni l'une ni l'autre. »« Vous ne la perdrez pas », promit Mercedes, avec une détermination qui défiait son état physique. « Nous sommes plus forts que ça, tous les trois. » Les jours se transformèrent en une routine surréaliste. Ernesto partageait son temps entre la chambre de Mercedes, qui se remettait progressivement, et le service de réanimation, où Amélie restait immobile, connectée à des machines qui surveillaient chaque battement,
chaque respiration. Avez-vous déjà vu quelqu'un se battre pour la personne qu'il aime de manière aussi inconditionnelle? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ou été témoin d'un tel amour. Ils lui parlaient constamment, se souvenant de leurs conversations, des expériences qu'ils avaient menées ensemble, des projets pour l'avenir. Les médecins avaient dit qu'il était possible qu'elle puisse l'entendre, et ils s'accrochaient à cette possibilité avec désespoir. En même temps, le monde extérieur ne s'arrêtait pas. L'accident avait attiré l'attention des médias. Des rumeurs circulaient sur des défaillances catastrophiques de la technologie Aurore, sur la négligence, sur les risques cachés. Certains des mêmes détracteurs qui avaient tenté de ternir la réputation d'Ernesto utilisaient désormais l'accident comme preuve de leurs accusations. « Vous devriez publier un communiqué », suggéra Javier après une semaine. « Clarifier ce qui s'est passé avant que les spéculations ne fassent plus de dégâts. » Mais Ernesto refusa. « La seule chose qui compte maintenant, c'est Amélie, » répondit-il, avec fermeté. « Le projet, les actions, l'opinion publique, tout ça peut attendre. » C'était un changement profond pour un homme qui avait autrefois mesuré sa valeur au prix de ses actions. Il mesurait désormais les jours par les petits signes d'amélioration chez Amélie, un léger mouvement de doigt, une variation de ses ondes cérébrales, la diminution progressive de l'inflammation que montraient les scanners. Mercedes, déjà capable de se déplacer avec l'aide de béquilles, passait des heures au chevet de sa fille, lui lisant ses livres préférés, des textes scientifiques avancés aux histoires d'aventure qu'elle aimait secrètement. Un après-midi, alors qu'Ernesto somnolait sur la chaise inconfortable près du lit d'Amélie, il sentit une légère pression sur sa main. Il ouvrit les yeux en sursaut, certain de l'avoir imaginé. Mais non. Les doigts d'Amélie bougeaient, cherchant les siens. « Mercedes !» appela-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Elle réagit !» Les médecins furent appelés. Des examens furent effectués. La nouvelle fut prudemment optimiste. Amélie sortait du coma. Le processus serait lent, avertirent-ils. Il pourrait y avoir des séquelles, des limitations, un long chemin de rééducation. Mais elle était vivante. Elle se battait. Et pour une famille qui avait fait face à tant de défis, cela suffisait à raviver leur espoir. 3 jours plus tard, ses yeux s'ouvrirent, désorientés au début, errant dans la pièce sans rien reconnaître, puis se fixant sur Mercedes, sur Ernesto. Un éclair de reconnaissance suivi de confusion. « Calme-toi » murmura Mercedes caressant sa joue. « Tu es à l'hôpital. Il y a eu un accident, mais tu vas mieux. » Amélie tenta de parler, mais le tube endotrachéal l'en empêcha. Les médecins le retirèrent avec précaution, lui permettant enfin de communiquer. Ses premiers mots furent à peine audibles, mais parfaitement clairs. « Ça a marché? L'ajustement? De l'algorithme a marché ?» Ernesto et Mercedes échangèrent des regards d'étonnement. Même maintenant, après tout ce qu'elle avait traversé, son esprit brillant était toujours concentré sur le projet, sur la résolution de problèmes. « Oui », répondit Ernesto, décidant que la vérité complète pouvait attendre. « Tes modifications t'ont sauvé le cœur du système. » Amélie hocha faiblement la tête, satisfaite, avant de refermer les yeux. Mais cette fois, ce n'était que pour se reposer et non pour retourner dans les profondeurs du coma. La récupération fut lente, douloureuse et pleine de moments de frustration. Amélie, habituée à ce que son esprit fonctionne avec une précision mathématique, luttait désormais avec des trous de mémoire, avec des difficultés à trouver les mots, avec une coordination physique altérée. Mais à chaque jour qui passait, à chaque petite victoire, lever un verre sans aide, compléter une équation simple, se souvenir d'un nom, sa détermination grandissait. Et à ses côtés, toujours, il y avait Ernesto et Mercedes, infatigables, inébranlables. Le projet Aurore, entre-temps, suivait son cours. Julia et l'équipe avaient repris le contrôle temporaire, mettant en œuvre des protocoles de sécurité supplémentaires et garantissant que l'accident de Paris ne se reproduise pas. Une enquête approfondie avait démontré qu'il ne s'agissait pas d'une défaillance de la technologie elle-même, mais d'une combinaison unique de circonstances qui étaient désormais documentées et atténuées. 3 mois après l'accident, Amélie fit son premier pas sans aide. 5 mois plus tard, elle résolut sa première équation différentielle complexe depuis la blessure. 7 mois plus tard, elle prononça un bref discours lors de la réouverture du laboratoire de Paris, rénové et doté de systèmes de sécurité améliorés. Les accidents ne définissent pas les projets,
dit-elle devant un public ému, sa voix plus forte à chaque mot. Ce sont les personnes qui vont de l'avant, malgré eux qui le font. La rééducation se poursuivit pendant des mois, peut-être des années. Il y aurait des jours bons et des jours mauvais, des moments de progrès et des moments de recul. Mais une chose était claire pour tous ceux qui connaissaient la famille Velázquez Garcia. Ensemble, ils étaient invincibles. La veille du 1er anniversaire de l'accident, Ernesto emmena Mercedes et Amélie sur la terrasse de son hôtel particulier. C'était une nuit claire. Les étoiles brillaient au-dessus de Paris comme des diamants sur du velours noir. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il, sortant 2 petites boîtes de sa poche. Mercedes ouvrit la sienne en premier. À l'intérieur, il y avait une bague simple mais élégante, avec un saphir qui capturait la couleur du ciel nocturne. « Mercedes Garcia », commença Ernesto, s'agenouillant devant la surprise de toutes les deux. « Voulez-vous me faire l'extraordinaire honneur de m'épouser ?» Des larmes brillaient dans les yeux de Mercedes. « Oui », répondit-elle simplement, « 1000 fois oui. » Amélie, dont la récupération incluait désormais la capacité d'exprimer des émotions plus ouvertement, applaudit avec enthousiasme. Puis, curieuse, elle ouvrit sa propre boîte. À l'intérieur, il y avait une petite clé dorée. « Qu'est-ce que ça ouvre ?» demanda-t-elle, intriguée. « L'avenir, » répondit Ernesto énigmatiquement. « Viens, laisse-moi te montrer. » Il les conduisit dans son bureau, où une maquette à l'échelle d'un bâtiment futuriste dominait la table centrale. « La Fondation Amélie », expliqua-t-il, un centre de recherche et d'éducation pour jeunes brillants sans ressources, pour qu'aucun autre enfant n'ait à s'asseoir seul devant un gala, en attendant que quelqu'un s'arrête pour remarquer son potentiel. Amélie, normalement si éloquente, resta sans voix. Ses yeux, qui avaient tant vu au cours de ses jeunes années, se remplirent de larmes. « Elle sera située à côté du nouveau siège international du projet Aurore », continua Ernesto. « Et toi, quand tu seras prête, tu en seras la directrice. Ta vision, ta passion pour la connaissance partagée, sera son guide. Nous sommes une famille, ajouta Mercedes, étreignant sa fille. Et maintenant, nous allons pouvoir créer une famille encore plus grande, de brillants esprits et de cœurs courageux. » Amélie regarda la maquette, la clé dans sa main, la bague au doigt de sa mère. Symboles tous d'un avenir qui aurait autrefois semblé impossible pour l'enfant solitaire dans l'ombre. « Merci, » dit-elle finalement, sa voix chargée d'émotion. « De vous être arrêtée ce soir-là, de m'avoir réellement vue. »« Non, Amélie, » corrigea Ernesto doucement. « Merci à vous de nous avoir tous appris à voir au-delà de l'évidence, de nous avoir rappelé que parfois, les miracles arrivent, déguisés en défis, et que les secondes chances peuvent se présenter dans les moments et les lieux les plus inattendus. » Tous les trois s'embrassèrent beau sous les étoiles, unis non seulement par des circonstances extraordinaires, mais par quelque chose de beaucoup plus puissant. L'amour qu'ils avaient trouvé au milieu de l'adversité, la famille qu'ils avaient construite à partir de pièces brisées et de rêves reportés. Le mariage fut célébré 6 mois plus tard, une cérémonie intime dans les jardins de l'hôtel particulier. Seuls les amis les plus proches furent invités. Carmen, dont la dévotion avait été constante à travers toutes les crises, Julia qui avait prouvé qu'elle était bien plus qu'une assistante efficace, Javier dont le soutien juridique et personnel avait été inestimable, et une poignée de collègues du projet Aurore qui étaient devenus partie intégrante de leur cercle. Amélie, complètement rétablie physiquement bien que présentant d'occasionnelles difficultés cognitives qu'elle gérait avec détermination, fut chargée de remettre les alliances. Vêtue d'un élégant ensemble bleu ciel, elle marcha dans l'allée improvisée entre les rosiers avec la grâce et la confiance qu'elle avait développée pendant son ardu processus de rééducation. « Par le pouvoir que m'accorde l'amour, que je vous porte à tous les deux », plaisanta-t-elle solennellement en leur remettant les alliances, provoquant des rires parmi les invités et des larmes de bonheur dans les yeux de Mercedes et d'Ernesto. Le juge, un vieil ami de l'université d'Ernesto, prononça les paroles officielles, mais ce furent les vœux personnels qui émurent tous les présents. « Mercedes », commença Ernesto, sa voix ferme malgré l'émotion évidente, « quand je vous ai rencontré, j'ai cru que je vous offrais une opportunité. Une collaboration scientifique, un parrainage pour votre recherche. Comme je me trompais, c'est vous qui m'avez donné l'opportunité la plus précieuse, celle de redécouvrir le but de ma vie, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, d'aimer à nouveau quand je pensais que cette capacité s'était à jamais perdue en moi.
Mercedes, rayonnante dans une simple robe couleur crème qui rehaussait sa beauté naturelle, répondit avec la même sincérité « Ernesto, vous êtes arrivé dans nos vies quand nous avions le plus besoin de vous, même si aucun de nous ne le savait à ce moment-là. Vous m'avez appris que la force ne réside pas dans le fait d'affronter les difficultés seul, mais de se permettre d'être vulnérable, d'accepter de l'aide, de construire des ponts au lieu de murs. Je vous remets mon cœur, mon esprit et mon avenir, avec la certitude qu'ensemble, nous créerons quelque chose de plus beau que ce que chacun de nous pourrait imaginer séparément. » Amélie observait l'échange avec un sourire qui illuminait son visage. Pour elle, ce moment représentait l'aboutissement d'un voyage qui avait commencé dans l'obscurité et le froid, et qui s'épanouissait désormais sous le soleil printanier de Paris. La réception qui suivit fut une célébration de la vie dans tous ses aspects. Musique, rire, conversation animée sur la science, l'art, la littérature et les rêves pour l'avenir. Amélie surprit tout le monde en jouant une pièce de piano qu'elle avait apprise en secret pendant sa rééducation, un cadeau pour les jeunes mariés qui provoqua une nouvelle série de larmes émues. À minuit, lorsque la plupart des invités étaient repartis, la nouvelle famille Velázquez-Garcia se réunit sur la terrasse pour contempler les étoiles. C'était une tradition qu'ils avaient établie sans s'en rendre compte, un rituel qui marquait leurs moments les plus significatifs. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» demanda Amélie, se penchant en arrière sur une chaise longue entre ses parents. « En plus de notre jour de mariage, y a-t-il une autre signification particulière ?» répondit Ernesto, intrigué. « Exactement 3 ans que vous m'avez trouvé, » dit Amélie avec sa précision mathématique habituelle. 3 ans, 2 accidents, un projet révolutionnaire et une famille complète. Mercedes prit la main de sa fille et celle de son mari. « La famille que vous avez toujours méritée, » dit-elle doucement. « La famille que nous méritions tous, » corrigea Ernesto. Regardant vers les étoiles, tous les 3 partagèrent un moment de silence chargé de gratitude. Pour les défis surmontés, pour les blessures guéries, pour l'amour qui avait fleuri sur un terrain improbable. Tandis que la nuit avançait, ils parlèrent de l'avenir, de l'inauguration imminente de la Fondation Amélie, dont la construction était déjà dans sa phase finale, du programme pilote du projet Aurore en Amérique latine et en Asie, de la possibilité qu'Amélie commence des études universitaires l'année prochaine, bien qu'elle n'ait que 15 ans. La différence, observa Mercedes, c'est que maintenant toutes ces choses sont des extensions de quelque chose de plus important, et non des substituts. « De quoi ?» demanda Amélie, bien qu'elle crût connaître la réponse. « De ça », répondit Ernesto, désignant l'espace entre eux. « De nous, de ce que nous construisons ensemble au-delà des bâtiments, des technologies ou des institutions. » Amélie hocha la tête, satisfaite. Son esprit analytique avait finalement compris ce que beaucoup d'adultes n'arrivent jamais à saisir, que la valeur réelle des réalisations humaines ne se mesure pas aux reconnaissances ou aux richesses matérielles, mais aux liens que nous formons, à la façon dont nous transformons les vies que nous touchons. 1 an plus tard, la Fondation Amélie ouvrait ses portes avec une cérémonie qui attira l'attention internationale. Le bâtiment, avec son architecture innovante, qui combinait durabilité et beauté, abritait des laboratoires de pointe, des dortoirs pour étudiants, des bibliothèques physiques et virtuelles et des espaces communs conçus pour encourager la collaboration et l'échange d'idées. Les 50 premiers étudiants avaient été sélectionnés parmi des milliers de candidats du monde entier. Le critère principal n'était pas seulement la brillance académique, mais aussi l'adversité surmontée, la passion de contribuer à un monde meilleur, le potentiel non réalisé par manque d'opportunités. « Bienvenue dans votre nouveau foyer », dit Amélie dans son discours inaugural, sa confiance et son éloquence complètement restaurées. « Un endroit où vous serez valorisé, non seulement pour ce que vous pouvez faire, mais pour ce que vous êtes, où vous apprendrez que la connaissance partagée est la plus puissante et que la plus grande intelligence est celle qui se met au service des autres. » Depuis le premier rang, Ernesto et Mercedes observaient avec une immense fierté. Leur petite famille s'étendait désormais pour inclure ces jeunes brillants, chacun avec sa propre histoire de lutte, chacun avec le potentiel de changer le monde à sa manière. « Vous avez bien fait », murmura Ernesto à Mercedes lui serrant la main. « Nous avons bien fait », corrigea-t-elle, les yeux brillants de bonheur. L'expansion du projet Aurore continuait en parallèle,
apportant une énergie propre et accessible à des régions de plus en plus reculées. Ce qui avait commencé comme une théorie abstraite dans l'esprit de Mercedes était devenu une réalité tangible qui améliorait des millions de vies, en particulier celles des plus vulnérables et des plus oubliées. Mais peut-être que le changement le plus profond n'était pas technologique ou institutionnel, mais personnel. Ernesto, autrefois connu pour sa froideur en affaires, était désormais admiré pour sa vision humanitaire. Mercedes, dont le brillant potentiel avait failli être gâché par des circonstances adverses, menait une révolution scientifique mondiale. Et Amélie, l'enfant qui s'était un jour assise seule dans l'ombre, brillait désormais de sa propre lumière, inspirant une génération de jeunes à croire aux secondes chances et aux possibilités infinies. Un nouveau fil conducteur était sur le point de se présenter, qui allait mettre à l'épreuve non seulement la force de leur famille, mais aussi les fondements mêmes du projet qu'ils avaient construit avec tant d'efforts. 3 ans après l'inauguration de la Fondation, lorsque le projet Aurore était déjà en activité sur 4 continents et que la première promotion d'étudiants de la Fondation Amélie était sur le point d'être diplômée, la nouvelle arriva que personne n'attendait. Un concurrent, expliqua Julia lors d'une réunion d'urgence au bureau central de Paris, ou plutôt un imitateur. Les images projetées sur l'écran montraient un système étonnamment similaire à Aurore, installé dans plusieurs régions d'Asie où il n'était pas encore présent. L'entreprise qui en était à l'origine, Quantum Nova, un conglomérat technologique basé à Singapour. Ils ont copié notre technologie, observa Mercedes, étudiant les schémas techniques que ses contacts dans la communauté scientifique avaient partagés confidentiellement. Presque exactement, avec des modifications mineures pour contourner les brevets. « Comment est-ce que c'est possible ?» demanda Ernesto, sa voix calme mais avec une pointe d'inquiétude. « Les composants critiques sont protégés, l'algorithme central est crypté. » Amélie, désormais une jeune femme de 18 ans dont l'intuition scientifique n'avait fait que s'améliorer avec le temps, pointa un détail sur l'écran. « Ils n'ont pas commencé à partir de zéro, dit-elle, son esprit analytique reliant des points invisibles pour les autres. Quelqu'un leur a donné un point de départ, quelqu'un ayant accès à nos systèmes. L'implication était claire et douloureuse. Ils avaient un infiltré. Quelqu'un au sein du projet avait transmis des informations critiques à Quantum Nova. L'enquête interne qui suivit fut approfondie mais discrète. Ernesto insista pour qu'elle soit menée avec le plus grand respect pour la vie privée et la dignité de toutes les personnes concernées. Il ne voulait pas créer un climat de méfiance qui détruirait l'esprit de collaboration qui était l'essence même du projet Aurore. Des semaines d'analyse médico-légale numérique, d'entretiens soigneusement structurés et de traçage des communications menèrent finalement à un nom, Gabriel Santos, un ingénieur brillant qui avait travaillé au cœur du projet pendant les 2 dernières années. La confrontation se déroula en privé dans le bureau d'Ernesto. Gabriel, un homme d'âge moyen aux yeux inquiets et aux mains nerveuses, ne tenta pas de nier l'évidence lorsque les preuves lui furent présentées. « Pourquoi » fut la seule question d'Ernesto. Gabriel soupira profondément. « Mon fils, » répondit-il finalement. « Il est malade. Une maladie dégénérative rare. Les traitements expérimentaux aux États-Unis, je ne pouvais pas me les permettre. Avec mon salaire. » Le silence qui suivit fut dense, chargé d'émotions contradictoires. Trahison, oui, mais aussi compréhension humaine. Ernesto avait bâti un empire avant de connaître Amélie et Mercedes. Il comprenait le désespoir d'un père prêt à tout pour son fils. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide ?» demanda Mercedes, qui avait insisté pour être présente. « Nous avons mis en place des fonds d'urgence pour le personnel, des programmes d'aide médicale. » L'orgueil, admit Gabriel avec amertume. La bêtise. La peur de paraître faible ou incapable de prendre soin de ma propre famille. Il fit une pause, ses yeux trouvant finalement ceux d'Ernesto. Ce n'est pas une excuse, je le sais, juste la vérité. La décision qu'ils prirent ce jour-là surprit beaucoup de gens dans l'industrie, mais pas ceux qui connaissaient vraiment Ernesto. Et Mercedes, Gabriel Santos ne fut pas remis aux autorités. Il n'y eut pas de poursuite pénale, ni de poursuite judiciaire contre lui. Au lieu de cela, on lui offrit une option, collaborer pleinement pour atténuer les dommages causés et accepter l'aide médicale pour son fils par le biais des programmes de la Fondation Amélie. « Nous ne récompensons pas la trahison », expliqua Ernesto à l'homme confus.
Mais nous ne punissons pas non plus un enfant innocent pour les erreurs de son père. Et surtout, nous n'oublions pas que même les personnes brillantes peuvent prendre de terribles décisions lorsqu'elles sont désespérées. Le regard qu'il échangea avec Mercedes contenait toute une conversation sans parole. Tous deux se souvenaient de leurs propres moments de désespoir, de leurs propres erreurs, des secondes chances que la vie leur avait accordées. La crise avec Quantum Nova exigeait une réponse stratégique. Au lieu de s'engager dans une guerre, juridique coûteuse et prolongée, Ernesto proposa quelque chose de radical, la collaboration au lieu de la concurrence. « Ils ont notre technologie, ou une version de celle-ci », argumenta-t-il lors d'une réunion houleuse du conseil d'administration. « Nous pouvons dépenser des millions en avocats, alimenter des gros titres négatifs pendant des années, diviser le marché, ou nous pouvons transformer cette crise en opportunité. » Sa proposition était audacieuse, offrir à Quantum Nova un accord de licence rétroactif et une alliance stratégique pour étendre la portée combinée des deux entreprises. « Ensemble, nous pouvons aller plus loin, plus vite, conclut-il. Et au final, n'est-ce pas là le véritable objectif? N'est-ce pas pour cela que nous avons créé Aurore en premier lieu ?» Tout le monde ne fut pas d'accord au début. Certains dirigeants s'élevèrent fermement contre ce qu'ils considéraient comme de la faiblesse, comme une capitulation face à un concurrent malhonnête. Mais Ernesto, soutenu par Mercedes et par l'éloquence surprenante d'Amélie, qui avait insisté pour participer aux discussions, finit par l'emporter. Les négociations avec Quantum Nova furent tendues, mais productives. Étonnamment, la direction du conglomérat singapourien semblait aussi soulagée que déconcertée par l'offre de collaboration. Ils s'attendaient à une bataille juridique, pas à une invitation à unir leurs forces. « Votre approche est inhabituelle », commenta Li Wei, PDG de Quantum Nova, lors de la signature de l'accord à Paris. « D'après mon expérience, les entreprises occidentales sont généralement beaucoup plus agressives. »« Nous ne sommes pas une entreprise typique », répondit Ernesto avec un sourire serein. « Nous sommes une famille d'abord, une entreprise ensuite. » L'alliance qui en résulta élargit la portée du projet Aurore au-delà de ce que chacune des deux entités aurait pu accomplir séparément. Les régions asiatiques, où Quantum Nova avait déjà établi une présence, furent intégrées au réseau mondial Aurore, désormais rebaptisé Horizon, pour symboliser le nouveau départ. Le fils de Gabriel Santos reçut le traitement dont il avait besoin dans une clinique spécialisée de Boston, tous frais payés par le programme médical de la Fondation Amélie. Gabriel lui-même, bien qu'il ait été retiré de l'équipe centrale du projet, fut réaffecté à la division éducative, où son expérience technique aidait à développer des supports de formation pour les nouvelles générations d'ingénieurs énergétiques. « Seconde chance », commenta Amélie à Ernesto après avoir appris cet arrangement. « Juste ce que vous m'avez donné. Avec une différence cruciale, répondit-il. Vous n'aviez rien fait de mal. Vous étiez juste au mauvais endroit au mauvais moment. Et n'est-ce pas vrai pour beaucoup de personnes, argumenta-t-elle. Des endroits erronés, des moments erronés, des décisions prises sous des pressions que les autres ne peuvent imaginer. Ernesto la regarda avec fierté et émerveillement. Il oubliait parfois à quel point elle avait mûri, comment la brillance analytique de son esprit s'était équilibrée avec une profonde sagesse émotionnelle, forgée à travers ses propres expériences de perte, de rétablissement et de redécouverte. « Vous êtes extraordinaire, le saviez-vous » dit-il, l'embrassant. « Et pas à cause de votre quotient intellectuel ou de vos découvertes scientifiques. »« Je sais, » répondit-elle avec un sourire, « grâce à mon incroyable talent pour le karaoké et à mon goût incomparable en matière de chaussures. » Tous, deux rires, le genre de rire complice que partagent uniquement les personnes qui ont traversé ensemble les profondeurs de la douleur et les sommets de la joie. Tandis que l'expansion d'Horizon se poursuivait, changeant la vie de communautés entières sur tous les continents, la Fondation Amélie prospérait en parallèle. Les premiers diplômés changeaient déjà le monde à leur manière, en développant des technologies médicales accessibles aux régions défavorisées, en créant des systèmes éducatifs adaptés à différents styles d'apprentissage, ensuite concevant des solutions de logement durable pour les zones menacées par le changement climatique. Un après-midi, alors qu'elle examinait les candidatures pour la prochaine promotion d'étudiants, Mercedes trouva un profil qui attira particulièrement son attention. « Regarde ça », dit-elle, passant la tablette à Ernesto.
Sarah Martinez, 11 ans, orpheline, vit dans un centre d'accueil à Valence. Ses notes au test d'aptitude sont... Eh bien, regarde par toi-même. Les chiffres étaient stupéfiants, comparables à ceux d'Amélie à son âge. Mais ce qui capta vraiment l'attention d'Ernesto, ce fut la photo jointe. Une petite fille aux grands yeux sombres qui regardait l'appareil photo non pas avec peur ou supplication, mais avec une intensité défiante, avec une sorte de dignité silencieuse qui lui était douloureusement familière. « C'est comme se regarder dans un miroir temporel », commenta Amélie, qui s'était approchée en silence et observait l'image par-dessus l'épaule d'Ernesto. « L'histoire se répète », acquiesça Mercedes, « mais cette fois, nous savons exactement quoi faire. » Ernesto passa les jours suivants à organiser personnellement le processus pour s'assurer que Sarah Martinez soit non seulement acceptée à la Fondation, mais qu'elle reçoive l'attention personnalisée et le soutien émotionnel dont elle aurait besoin dans sa transition. Lorsqu'ils se rendirent finalement à Valence pour la rencontrer, ce fut Amélie qui prit l'initiative. « Bonjour, Sarah, » dit-elle, s'abaissant pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Je m'appelle Amélie et j'ai quelque chose en commun avec toi. »« Quoi ?» demanda Sarah avec prudence. « J'ai aussi été seule une fois, » répondit Amélie simplement. « Et puis, j'ai trouvé des personnes qui ont vu au-delà de mes circonstances, qui ont cru en moi quand j'avais moi-même oublié comment faire. » Les yeux de Sarah, initialement méfiants, s'adoucirent légèrement. « Et maintenant, tu n'es plus seule ?» Amélie sourit, tendant sa main. « Maintenant, j'ai une famille et un but. Et si tu me le permets, j'aimerais te présenter les personnes qui ont rendu cela possible pour moi. » Sarah regarda là où Ernesto et Mercedes attendaient patiemment, leur visage ne reflétant ni pitié ni charité, mais un intérêt sincère. Elle prit la main d'Amélie, et ce simple geste ferma un cercle qui avait commencé des années auparavant, dans les ombres d'une nuit parisienne. L'intégration de Sarah à la Fondation ne fut que le début. Dans les années qui suivirent, Ernesto, Mercedes et Amélie identifièrent systématiquement des enfants brillants en situation de vulnérabilité dans le monde entier, créant un programme spécial au sein de la Fondation pour les soutenir, non seulement sur le plan scolaire, mais dans tous les aspects de leur développement. Projet Étoile polaire, l'appelèrent-ils, en l'honneur des étoiles qui brillent le plus intensément dans les nuits les plus sombres. Une décennie après cette nuit où Ernesto avait trouvé Amélie, l'impact de leur rencontre fortuite s'était multiplié de façon exponentielle. Horizon fournissait une énergie propre et accessible à plus d'1 milliard de personnes dans le monde. La Fondation Amélie avait éduqué des centaines d'esprits brillants qui menaient désormais des initiatives transformatrices dans des dizaines de pays. Et le projet Étoile polaire avait sorti plus de 500 enfants exceptionnels de circonstances désespérées, leur donnant les outils et le soutien nécessaires pour transformer leur potentiel en réalité. Mais qu'en est-il de la famille qui avait tout commencé? Qu'est-il arrivé à Ernesto, Mercedes et Amélie, le noyau autour duquel s'était construit cet univers de changement positif? Amélie, désormais une jeune femme de 21 ans, avait terminé son doctorat en physique théorique et dirigeait sa propre équipe de recherche axée sur la prochaine génération de la technologie Horizon. Elle vivait dans son propre appartement à Paris, non loin de l'hôtel particulier familial, mais avec l'indépendance qui correspondait à son âge et à ses réalisations. Mercedes et Ernesto, après des années de direction intense, avaient commencé à déléguer des responsabilités, se permettant plus de temps pour eux pour voyager, pour profiter des fruits de leur travail. Leur mariage, forgé dans des circonstances extraordinaires, s'était approfondi au fil des ans, mûrissant, comme un bon vin. Un soir, lors d'un dîner en famille, sur la terrasse de l'hôtel particulier, Amélie fit une annonce inattendue. « J'ai reçu une invitation à diriger un nouveau centre de recherche à Stockholm, » dit-elle en se servant plus de vin. « Un projet international axé sur les applications quantiques pour l'atténuation du changement climatique. » Un moment de silence suivit ces paroles. Ernesto et Mercedes échangèrent des regards, traitant ce que cela signifiait. Amélie, leur fille, leur inspiration, leur ancre, envisageant de déménager à des milliers de kilomètres. « Cela ressemble à une opportunité extraordinaire, » dit finalement Ernesto, sa voix ferme malgré l'émotion qu'il ressentait, parfaitement alignée sur vos intérêts de recherche. « Nous serions si fiers, » ajouta Mercedes prenant la main de sa fille. « Bien que, bien sûr, tu nous manquerais terriblement. »
Amélie les regarda avec un mélange d'amour et d'amusement. « Vous croyez vraiment que je partirai sans vous ?»« Que voulez-vous dire ?» demanda Ernesto perplexe. « L'invitation est pour nous trois, précisa Amélie, pour l'équipe Velázquez-Garcia au complet. Apparemment, notre réputation en tant qu'unité de travail nous précède. » Le soulagement et la surprise se mêlèrent sur les visages de Mercedes et d'Ernesto. « Déménager en Suède ?» réfléchit Mercedes. « Ce serait un changement important. »« Un nouveau départ », suggéra Ernesto, considérant l'idée. « Une nouvelle aventure ensemble. »« Vous n'avez pas à décider maintenant, » dit Amélie. « Je voulais juste vous présenter l'option. Après tout, vous m'avez appris à valoriser les possibilités inattendues. » Ce soir-là, sous les étoiles qui avaient été les témoins silencieux de tant de moments cruciaux dans leur vie, tous les trois contemplèrent l'avenir. Ils n'avaient pas de certitude, seulement des possibilités. Ils n'avaient pas de garantie, seulement une confiance mutuelle. Ils n'avaient pas de feuille de route définie, seulement la conviction que, quel que soit le chemin qu'ils choisiraient, ils le parcourraient ensemble. Et peut-être que c'était la véritable essence de la famille qu'ils avaient reconstruite, non pas une destination, mais un voyage continu. Non pas un point final, mais une série de départs. Non pas une réponse définitive, mais une question, constante sur la façon de créer un monde meilleur, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, comme Amélie autrefois, attendent dans l'ombre que quelqu'un s'arrête et voit leur véritable potentiel. Selon les propres mots d'Ernesto, lors d'une interview des années plus tard, on croit qu'on sauve quelqu'un d'autre, et on s'aperçoit qu'on est sauvé soi-même. On croit qu'on change une vie, et on s'aperçoit qu'on change le monde. Il n'y a pas d'acte de bonté vraiment petit, ni de moment de connexion authentique qui n'ait le potentiel de déclencher quelque chose de beaucoup plus grand que nous. L'histoire d'Ernesto, Mercedes et Amélie continue de s'écrire, non seulement dans les livres d'histoire qui enregistreront leurs innovations technologiques, non seulement dans les articles scientifiques qui documenteront leurs découvertes, mais aussi dans les vies de chaque personne touchée par leur vision, par leur exemple, par leur foi inébranlable dans les secondes chances et les nouveaux départs. Et tout a commencé par un simple acte. Un homme qui s'est arrêté quand tous les autres continuaient à marcher, qui a vu de la valeur là où d'autres voyèrent des problèmes, qui a offert son aide sans rien attendre en retour. Un rappel. Que parfois les décisions les plus importantes que nous prenons sont celles qui semblent les plus petites sur le moment. Félicitations, écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.